Sylvain Tesson, vous êtes l'invité de la Galerne pour Dans les forêts de Sibérie, édité chez Gallimard. Vous y faites le récit de votre retraite volontaire dans une cabane isolée sur les rives du lac Baïkal. Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Écrivez-vous d'entrée. D'où a surgi cette nécessité ? Peut-être de l'envie de faire un pas de côté, de marquer une parenthèse, d'essayer de faire une expérience de la perception du temps, mais par l'immobilité. Jusqu'ici, moi, j'avais toujours couru après le temps. Je faisais des voyages au long cours, des voyages kilométriques, et je demandais au défilement de l'espace de m'apporter une espèce de sentiment de nouveauté. Et dans l'ermitage, enfin en tout cas dans le mythe de la cabane, de la Robinsonade, il y a cette chose très belle qui est d'accueillir le temps, de le laisser passer et de se contenter pour à la fois le salut de son âme mais aussi pour son divertissement des minuscules nuances que le temps imprime sur la nature. Le reflet du soleil sur la branche d'un sapin, le rideau de la neige et le lever du soleil derrière les montagnes de la Bouriatie par exemple. Eh bien ces minuscules nuances-là, qui paraissent des spectacles très beaux mais banals, moi ils m'ont nourri pendant 6 mois et ils m'ont appris à faire cette chose que jusqu'ici je n'avais jamais fait, qui est d'avoir la politesse de laisser passer le temps et de le sentir frayer en vous comme un banc de saumon, au point qu'on sent tout à coup la fluidité du temps, et c'est presque une perception physique et non plus uniquement psychique. L'expérience de l'ermitage, c'est aussi l'expérience de l'immersion dans la nature. Dans votre livre, la nature est extrêmement présente. Je dirais même que le personnage principal de votre livre, c'est le lac. On a l'impression qu'il vous absorbe. Quel était votre rapport, parce que c'est un lieu à la fois fascinant, dangereux, quel était votre rapport au lac ? Moi j'aime beaucoup, en termes de littérature, lire des livres où la nature est un personnage. Celui qui a réussi magnifiquement au XXe siècle, c'est Giono. Le Chant du monde est un livre où les hommes comptent autant que les bêtes et les plantes et les éléments. Il y a une personnification d'ailleurs chez Giono de la nature, au même titre d'ailleurs qu'il y a une chosification de l'homme. Enfin ça c'est une autre histoire. Mais donc c'est pour ça que moi j'avais envie de vivre quelques mois avec l'impression d'avoir à mes côtés non pas le cuisant sentiment de l'absence des autres, mais la très joyeuse présence des éléments, enfin du grand dehors, de la taïga, de la nature, du lac, des montagnes. Et je n'ai jamais été seul, parce que ma solitude a été peuplée des bruits du vent, non pas dans les branches de sassafras, mais dans les branches de cèdre, du bruit de la glace qui explosait, du bruit des clairons de canards et d'oies sauvages qui revenaient au moment de l'été. Enfin bref, de toute cette symphonie, ce chant du monde, et qui m'a littéralement accompagné en fait pendant cette période de solitude. Dans votre livre, vous racontez votre quotidien jour après jour, du mois de février 2010 au mois de juillet, c'est-à-dire durant ces 6 mois de retraite. C'est tout à fait captivant, alors qu'on pourrait craindre que ça soit monotone. Est-ce que c'était votre projet, l'écriture, au départ, en partant ? Oui, parce que moi, je ne conçois plus de voyager sans écrire, et de même que j'écris pour voyager, que je voyage pour voyager. Enfin, c'est-à-dire que je tire mon inspiration du voyage, des séjours que je fais dans des pays lointains. Parfois j'y puise des éléments pour écrire des nouvelles. C'est pendant ces périodes-là que je réfléchis et qu'ensuite j'écris des essais sur les thèmes qui me sont chers, comme la géographie ou la liberté ou la solitude ou l'immensité. Et du coup, quand je suis allé dans cette cabane, c'était pour écrire. Mon meuble le plus important n'était pas mon billot de bois ni mon poêle, mais ma table d'écriture. Et d'ailleurs, elle était placée devant la fenêtre, à la mode russe. Les Russes écrivent toujours, enfin, ou vivent toujours, s'asseyent toujours
devant les fenêtres et ils regardent le ciel. C'est peut-être pour ça qu'ils ont les yeux si bleus, ils sont délavés par la contemplation du cosmos et de l'azur. Donc je suis parti pour écrire, et ce journal de cabane était pour moi l'un des objectifs de ce séjour. Vous avez écrit, vous avez beaucoup lu, puisque vous avez emporté avec vous une bibliothèque dont vous donnez la liste. Alors parmi ces livres lus là-bas, lesquels souhaitez-vous partager avec nous et vos lecteurs ? Il y a un très beau livre qui correspond par son titre à la teneur, à la couleur du projet que je vivais, qui est le recours aux forêts de Ernst Junger, le traité du rebelle, où Ernst Junger explique très bien comment le recours aux forêts n'est pas à prendre au sens propre du terme, comme un repli dans les futaies forestières, mais tout simplement comme une plongée en soi dans les forêts intérieures pour essayer d'échapper aux deux grands maux de notre siècle, et qui est la numérisation, le sacrifice de toute réalité de notre monde aux chiffres, et la matérialisation, celle-ci étant la conséquence de la numérisation. Et c'est-à-dire la chosification du monde, la tristesse finalement qui finit par s'emparer des sociétés qui ne jugent plus les choses qu'en termes d'utilité et qu'en rapport au profit, et qui finissent par tout geler dans une sorte de matérialisme triste. Alors le recours aux forêts, c'est ça, c'est de choisir la force de la nature, ou bien de choisir la profondeur de l'être et de la pensée contre les grands Molochs et les titans. Et puis le deuxième livre de lequel je voudrais parler, c'est pour moi un très beau livre, qui est L'amant de Lady Chatterley de Laurence. Je n'avais jamais lu ce livre. C'était une lacune, hein. Ça sert aussi à ça, les 6 mois de cabane, à combler les lacunes. Et j'ai aimé ce livre parce que je croyais moi lire un livre érotique, puisque j'avais vu le film, et je trouve qu'on a tiré beaucoup ce roman vers l'érotisme en n'en retenant que cet aspect. Alors que j'ai vu là un livre formidable, un livre d'une profession de foi écologique, mais au sens très politique du terme, hein. C'est véritablement la fin d'un monde, le monde des bocages anglais qui finit par laisser place au monde sidérurgique, hein. Nous sommes dans les années 20, et cette jeune Constance, Madame Chatterley, voit cette Angleterre disparaître. Elle voit les fumées conquérir le ciel, elle voit les haies reculer, elle voit les hommes devenir tristes, elle voit les villes devenir noires, et elle a cette question superbe, parce qu'elle sent la sève de l'amour qui montait en elle, elle s'éveille au monde, elle est elle-même dans l'espèce de chant et de renouvellement païen, et elle a ce mot superbe devant les villes industrielles désastreuses, le paysage anglais, elle dit « mais qui a voulu ça ?» Merci Sylvain Tesson. Merci.